Alors désolé, j'avais oublié en fait de faire le corrigé d'un des sujets du deuxième concours blanc. Donc le sujet type HEC de maths 1. Donc le premier exercice pour commencer, c'est un exercice issu du sujet HEC de 2013. Un exercice qui n'est pas très compliqué, mais comme toujours les exercices qui ne sont pas très compliqués, vous êtes vraiment attendus notamment sur la rédaction. Donc, première question, une question purement de cours. Rappelez la dimension de E, sachant que E, c'est R3 crochet X. La dimension de E, c'est donc la dimension de R3 crochet X. Et cette dimension, pour un Rn crochet X, c'est Rn plus 1. Donc pour R3 crochet X, la dimension sera 4 ici. Donc une première question, toute pipeau, ça a dû être noté 3 fois rien, mais si vous répondez mal à cette question, première question facile du devoir, ça met le correcteur dans de mauvaises dispositions. Question B, montrer que f est un endomorphisme. Donc pour montrer qu'une application est un endomorphisme, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut montrer la linéarité, et ensuite il faut montrer que pour tout vecteur de l'ensemble de l'espace E, eh bien f de ce vecteur est aussi dans E. Donc d'abord, on va s'intéresser à la linéarité. Donc ici, on est dans R3 crochet X. Donc je vais donc me donner deux polynômes. Un couple de polynômes dans E et un certain réel lambda. Je vais m'intéresser donc à f de lambda p plus q, tout ça évalué en x. Et donc je vais avoir moins 3x multiplié par lambda p plus q de x. Alors attention ici dans ces notations, vous avez des parenthèses qui sont des parenthèses de multiplication et des parenthèses qui sont des parenthèses fonctionnelles. Plus x carré, donc p', plus x carré multiplié par lambda p plus q prime de x, c'est-à-dire ici donc moins 3x, je vais développer doucement p de x plus q de x, plus x carré, facteur donc de lambda p' de x, plus q' de x. Il n'y a pas de difficulté, il faut suivre bien tranquillement les calculs. Donc on va avoir du moins 3x lambda, j'ai marqué p de q, mais c'est p de x bien sûr. Lambda p de x, moins 3x q de x, plus x carré lambda p' de x, plus x carré q' de x. C'est-à-dire, si je mets lambda en facteur d'une partie, je vais avoir du moins 3x p de x plus x carré p' de x, plus moins 3x q de x, plus x carré q' de x. C'est-à-dire lambda f de p de x plus f de q de x. Donc là, on a une conclusion partielle de notre travail. On peut en conclure que f est linéaire. Maintenant, le fait d'arriver en fait, d'avoir comme image un ensemble inclus dans R3 crochet X, c'est pas évident parce que on multiplie la dérivée par x carré. Donc dérivée, on va perdre 1 degré, mais multiplié par x carré, on peut gagner 1 degré. Et en plus de ça, on multiplie le polynôme de départ lui-même par 3x, donc on lui fait gagner 1 degré. Donc il y a des chances, entre guillemets, que l'on arrive dans R4 crochet X et non pas dans R3. Pour cela, il n'y a pas 50 façons de faire, il faut qu'on se donne un polynôme de R3 crochet X. Donc je me donne P de x égale ax cube plus bx carré plus cx plus d, un polynôme générique de R3 crochet X. Quand j'écris ça, bien sûr, on sous-entend que A, B, C, D sont des réels. Et je vais m'intéresser donc à f de P de x, c'est-à-dire moins 3x P de x,
plus x carré, où est-ce que j'ai mon énoncé, x carré p' plus x carré, facteur de p', là on peut le calculer à la volée, donc 3ax carré plus 2bx plus c, c'est-à-dire que l'on va avoir moins 3ax puissance 4. Donc vous voyez, quand je disais qu'on avait un risque d'arriver dans R4 crochet x, si jamais a n'est pas égal à 0, on voit apparaître du x à la puissance 4. Bon, évidemment, ça va se simplifier. Moins 3bx cube, moins 3cx carré, moins 3dx, plus 3ax puissance 4, plus 2bx cube, plus cx carré. C'est-à-dire, vous voyez que les x puissance 4, coup de chance, ils s'en vont. Les x cube, on a moins 3b plus 2b, c'est-à-dire que l'on va avoir moins b x cube. Les x carré, on en a moins 3c plus c, donc moins 2c x carré, et puis moins 3dx. Et là, on remarque clairement que c'est un polynôme de R3 crochet x. Donc on a bien, pour tout P appartenant à R3 crochet X, f de P appartient à R3 crochet X. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Elle est là. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir un endomorphisme. Conclusion. F est dans L de E. J'aurais pu écrire en toutes lettres que F était un endomorphisme de E, mais cette conclusion écrite comme ça suffit. Cette deuxième question n'est pas une question difficile du tout, mais c'est une question qui demande un petit peu de temps. Question C. Déterminer la matrice M de F dans la base canonique de E. Bon, on va calculer pour ça F de 1 de X. Et pour ça, je peux réutiliser ce que j'ai trouvé au-dessus. Donc 1, c'est avoir D qui vaut 1, et tous les autres coefficients qui valent 0, ce qui me fait donc du moins 3x d'après ce qui précède. Ensuite, je vais avoir du f de x. Alors ici, est-ce que j'ai raison de mettre le 1, le x, je ne vais peut-être pas le mettre, parce que ça pourrait comment dire, amener de la confusion, f de x. Donc f de x, c'est avoir c qui vaut 1. Je vais donc avoir moins 2x carré, toujours d'après ce qui précède. F de x carré, c'est avoir b qui vaut 1, donc je vais avoir moins x cube. Et f de x cube, c'est avoir a qui vaut 1 et les autres coefficients qui valent 0. Mais si vous regardez ce que l'on a trouvé ici comme formule générique, il n'y en a pas, donc c'est 0. Ce qui nous permet d'écrire la matrice de f. Donc là, ici, je dois écrire f de 1. Je vais mettre après. Donc f de 1, j'ai moins 3x, donc j'ai pas de x. J'ai pas de constante, j'ai moins 3x, j'ai 0x carré, j'ai 0x cube. Ensuite, f de x, on a trouvé moins 2x. Donc j'ai pas de constante, pas de x, moins 2x carré, pas de x cube. F de x carré, j'ai pas de constante, pas de x carré, moins x cube, et puis l'autre, j'ai carrément 0. Je vous rappelle que donc pour écrire cette matrice, ici on va écrire f de 1. Alors, je vais laisser un petit peu de place. F de 1, f de x, f de x carré, f de x cube, le tout en fonction de 1, x, x carré et x cube. Donc voilà notre réponse à cette question. Là encore, une question toute simple. Question D. La matrice M est-elle inversible? Bon, M n'est pas inversible. Alors, M, c'est un petit peu de place, n'est pas inversible. Car elle comporte une colonne de 0. La famille
de ces vecteurs colonnes n'est donc pas libre. Un petit argument tout simple pour dire que la matrice n'est pas inversible. La matrice est-elle diagonalisable? C'est la question suivante. Pour être diagonalisable, eh bien, il y a plusieurs des conditions que l'on connaît bien qui nous permettent de conclure à la diagonalisabilité d'une matrice. La première, ce sont des matrices symétriques. M n'est pas symétrique. Donc cet argument-là, il ne va pas fonctionner. Deuxième argument, c'est le nombre de valeurs propres. Si jamais la matrice a 4 valeurs propres, elles distinctes, elle est forcément diagonalisable. Ici, les valeurs propres, elles sont simples à trouver puisque eh bien, la matrice est triangulaire. Donc il suffit de regarder ses coefficients diagonaux. Les coefficients diagonaux, ça n'est que 0. Donc la matrice n'a qu'une seule valeur propre, qui est 0. Et si jamais la matrice était diagonalisable, eh bien, elle serait semblable à la matrice nulle. Et la seule matrice semblable à la matrice nulle, c'est la matrice nulle. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ici, M est triangulaire inférieur. Alors on n'a pas besoin de préciser inférieur. Hein. Ces coefficients diagonaux sont donc ses valeurs propres. Donc M a donc une unique valeur propre. Zéro. Si M était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle. Et serait donc par produit, hein, puisque je vous rappelle que pour être semblable à une matrice, il faut être de la forme PA, P-1, avec A qui serait la matrice nulle. Bah, P multiplié par la matrice nulle, c'est la matrice nulle. La matrice nulle multipliée par P-1, c'est la matrice nulle encore. Donc on obtiendrait la matrice nulle elle-même, la matrice nulle. Ce qui n'est pas le cas. Une espèce de raisonnement par l'absurde que je vous fais ici. Hein. Donc M n'est pas diagonalisable. Attention, ces raisonnements hein, que l'on rencontre régulièrement ne fonctionnent que si la matrice est diagonalisable. Hein. Enfin, en l'occurrence, si on le suppose. Calculer pour tout n appartenant à n étoiles, m puissance n. Bon. Alors évidemment, là, ça peut paraître difficile, notamment parce qu'on ne sait pas diagonaliser la matrice, pour une bonne raison, c'est qu'elle ne l'est pas. Bon. Si on vous demande de calculer m à la puissance n, c'est que le calcul va se faire assez facilement. Et en règle générale, les matrices qui ont une diagonale nulle sont des matrices, les matrices triangulaires qui ont une diagonale nulle, sont des matrices qui sont dites nilpotentes, c'est-à-dire qu'élevées à une certaine puissance, alors 2, 3, 4, 10, ça on ne sait pas forcément au départ, enfin on sait très bien le caractériser, mais vous n'avez pas les moyens de le faire, élevées à une certaine puissance, on va obtenir la matrice nulle. Donc la façon la plus simple de calculer les choses, c'est de regarder m, on le connaît, m au carré, m au cube, et puis en espérant que la puissance qui va nous donner la matrice nulle arrive assez bien, arrive assez vite surtout. Donc je vais calculer m au carré. M au carré, donc je vais avoir 0, moins 3, 0, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, multiplié par la même. Remarquez, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait une colonne nulle. Elle a aussi une ligne nulle. Hein. On fait notre petit calcul de m au carré.
Alors vous voyez que vous allez d'abord multiplier la première ligne, qui est nulle, par la première colonne, donc vous allez avoir 0, 0, 0, 0, aucun problème. Ensuite, la deuxième ligne par la première colonne. Le moins 3 va être multiplié par 0, le reste va être multiplié par 0, ce qui va nous faire 0. Évidemment, on va avoir la même chose ici, ici et là. Ensuite, ma troisième ligne multipliée par la première colonne, là cette fois on va avoir un coefficient non nul, on va avoir moins 2 multiplié par moins 3 qui va nous faire 6, et le reste va être nul. Pour ma deuxième colonne, eh bien, je vais avoir 0, 0 et 0. Ma troisième ligne multipliée par ma première colonne va me donner 0, par la deuxième colonne va me donner 2, et ensuite va me donner 0 et 0. Donc vous voyez qu'il y a eu un décalage de la... pas dire la diagonale, mais de la sous-diagonale, disons, qui est devenue cette matrice-là. Et donc avec un petit peu de chance, au cran d'après, ou au pire à celui d'après, on va obtenir la matrice nulle. Donc m au cube, c'est donc cette matrice multipliée par la matrice m. Et on recommence. Donc, première ligne, je multiplie par 0. Deuxième ligne, c'est encore une ligne nulle. Troisième ligne, si je multiplie ça par la première colonne, ça va me donner 0. Par la deuxième aussi, la troisième, et ça me donne une troisième ligne nulle. Ensuite, ici, je vais avoir un coefficient non nul, puisque je vais avoir 2 fois moins 3, ce qui va me faire moins 6. Et le reste est nul. Et ensuite, j'ai des coefficients nuls. Donc m au cube, vous voyez, nous donne une matrice qui n'est pas encore nulle. Mais on a encore eu un décalage de cette oblique de non nulle, encore d'un cran. Et m à la puissance 4, il y a toutes les chances d'obtenir la matrice nulle. Donc m à la puissance 4 va être cette matrice que je remultiplie par m. Vous voyez que c'est un petit peu agaçant, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut juste avoir l'idée de commencer les calculs pour obtenir ce que l'on veut. Bon. Voilà, donc j'ai 3 lignes nulles, donc je vais avoir ici 3 lignes nulles. Ma dernière, vous voyez, je multiplie par la première colonne, je vais avoir 0, et ensuite j'ai que des 0. C'est la matrice nulle. Donc finalement, qu'est-ce que l'on peut dire ? Vous avez m qui est égal à 0, 0, 0, 0. Alors on peut même dire que éventuellement... Non, c'était pour tout m appartenant à n étoiles, donc on n'a pas besoin de m à la puissance 0. M au carré, on l'a calculé. M au cube, on l'a calculé. Moins 6, 1, 2 et 3, 0. Et pour tout n supérieur ou égal à 4, m puissance n, c'est la matrice nulle de taille 4. Donc on a bien calculé m à la puissance n pour tout n de n étoiles. On a fait le travail. Et on peut passer à la page d'après. Et on a terminé la question D. Question E. Hop, hop, hop. Question E. Préciser le noyau car F ainsi qu'une base de quart de F. Bon. Très bien. Si je me donne un polynôme P de R3 crochet X, on a vu à la question, une question précédente, que F de P de X était égal à, il faut remonter un petit peu, moins bx cube, moins 2c, moins 3d, alors moins bx cube, moins 2cx carré, moins 3dx. Voilà, ça c'est pour tous les polynômes P. Si je m'intéresse à un polynôme du noyau, si P appartient à quart de F,
alors on a nécessairement moins bx cube moins 2cx carré moins 3dx qui est égal au polynôme nul. Et donc par identification, vous allez avoir b égale c égale d égale 0. Et donc finalement, les seuls polynômes qui fonctionnent sont les polynômes qui sont multiples du polynôme x cube. D'où f, c'est l'ensemble des polynômes ax cube avec a qui est un certain réel. On nous demande, je crois, d'en donner une base, ainsi qu'une base de ker f égale... non, je ne fais même pas. X cube en est une base. Voilà pour la question 1e. Question 1f. Déterminer l'image im de f de f. Bon. Là aussi, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, im de f, comme toujours, hein, c'est vect de f de 1, f de x carré, f de x cube, c'est-à-dire vect de moins 3x, moins 2x carré, moins x cube, et puis, ce f de x cube, c'est 0. 0, on peut le retirer. On va donc avoir vect de moins 3x, moins 2x carré, moins x cube, mais c'est juste des polynômes multipliés par des constantes. X carré et x cube. Donc ça, c'est im de f. Si jamais vous laissiez les constantes, ça ne serait pas dramatique. Remarquez qu'en théorie, on peut même laisser le 0. Hein, on ne nous en demande pas une base. Voilà pour la question 1 de cet exercice. Une question assez longue, mais avec 0 difficulté. Question 2. Là, évidemment, on va avoir un petit peu plus de travail quand même. On note ID et 0, IDE et 0E respectivement, l'endomorphisme identité, l'endomorphisme nul. Et pour tout endomorphisme de V, on pose V puissance 0 égale l'identité. Pour tout cas, V puissance K égale V rond V puissance K moins 1. Bref, on vous rappelle des notations qui sont tout à fait courantes et pour lesquelles il n'y a pas de souci. On s'intéresse à deux endomorphismes, U et G. U puissance 4, c'est l'endomorphisme nul. U au cube n'est pas l'endomorphisme nul. G, c'est l'identité plus U carré plus U au cube. Question de A, soit un polynôme tel que ker de U, un polynôme P qui n'appartient pas à ker de U au cube, montrer que la famille P, U de P, U carré de P, U puissance 4 de P est une base de E. Déjà, on peut remarquer que cette famille, donc composée de ces 4 vecteurs, U de P, U carré de P, U cube de P, elle contient le bon nombre de vecteurs. Contient 4 vecteurs. Il nous suffit donc de montrer que la famille est libre. Montrons qu'elle est libre. Donc pour ça, on va se donner 4 réels. Lambda, mu, je vais plutôt les appeler autrement, alpha, bêta, gamma, delta. Donc 4 réels tels que alpha p plus bêta u de p plus gamma u carré de p plus delta u cube de p est égal à l'endomorphisme nul. Qu'est-ce que l'on va faire? On sait que u puissance 4 est l'endomorphisme nul. Donc on applique u à tout ça.
on applique U à cette égalité. Et on a alpha U de P plus bêta U carré de P plus gamma U cube de P plus delta U4 de P est égal au vecteur nul. Tout ça parce que, bien sûr, U est linéaire. Et donc, comme elle est linéaire, hein, on peut... U de P plus Q, c'est U de P plus U de Q, et U du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ensuite, là-dedans, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette chose-là vaut 0, puisque on a vu que U puissance 4, c'était l'endomorphisme nul. Donc on en déduit quoi? On en déduit que alpha U de P plus bêta U carré de P plus gamma U cube de P est égal au vecteur nul. Je réapplique encore une fois mon application U. Et on a alpha U carré de P plus bêta U cube de P plus gamma U puissance 4. Et hop, et encore une fois. Et on obtient que alpha U cube de P est égal au vecteur nul. Or, P n'appartient pas à quart de U au cube. Donc, U cube de P n'est pas égal au vecteur nul. Conclusion de tout ça, on a donc alpha égale 0. Ensuite, je remonte. On sait que alpha U carré de P plus bêta U cube de P est égal... j'ai mis 0E, il faudrait plutôt dire... c'est pas l'application nulle ici. J'ai écrit des bêtises, bon, ça change rien en fait. Hein. Égale 0. Or, alpha égale 0, donc bêta U cube de P est égal à 0. P n'est toujours pas dans le noyau de U au cube, donc c'est bêta qui vaut 0. On remonte d'un cran, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on en déduit que gamma U cube de P est égal à 0, d'où gamma égale 0. Et puis, enfin, delta U cube de P égale 0, donc delta égale 0. Conclusion, on a alors, plutôt mettre synthèse, quoique non, on a donc alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0. La famille est libre. Et contient 4 vecteurs dans un espace de dimension 4. C'est une base de E. Donc, conclusion, P, U de P, U carré de P, U cube de P est une base de E. Et c'est réglé pour cette question de A. B. Montrer que G est un automorphisme de E. Bon. Déjà, on peut remarquer que ID de E, U, U carré, U cube, sont des endomorphismes de E. Donc G en est aussi un.
Il faut montrer maintenant que G est bijectif. Il y a plusieurs façons de s'en sortir, en fait. Hein. On peut essayer de trouver la matrice de l'application linéaire G dans une base judicieuse. Notamment si on a montré qu'on avait une famille qui était une base, c'est certainement pas un hasard. Donc G de P est égal à P plus U de P plus U carré de P plus U cube de P. G de ensuite U de P. C'est U de P plus U carré de P plus U cube de P plus U4 de P qui vaut 0, c'est-à-dire U de P plus U carré de P plus U cube de P. G de U carré de P, c'est donc l'identité en U carré, ce qui va me donner U carré de P, plus U de U carré, donc U cube, plus U carré de U carré, ce qui va me donner U à la puissance 4, et donc 0. Et puis pour U cube de U carré, ce qui me donnera aussi 0. Et G de U cube va me donner donc U cube de P, plus U de U cube, donc U à la puissance 4, ça fait 0, et ainsi de suite. D'où la matrice de G dans la base que je vais noter B'. Donc, pour P, j'ai P, U de P, U carré de P, U cube de P. Pour U de P, j'ai 0, j'ai U de P, j'ai U carré de P, j'ai U cube de P. Pour U carré, j'ai 0, 0, 1 et 1, et pour le dernier, j'ai 0, 0, 0, 1. Ou bien sûr B' et la base en question, P, U de P, U carré de P, U cube de P. On peut remarquer que la matrice de G dans cette base est bien, clairement triangulaire inférieur, avec ses coefficients diagonaux non nuls. C'est-à-dire tous non nuls. Elle est inversible. Donc G est un automorphisme de E. Un automorphisme, je vous rappelle que c'est un endomorphisme bijectif. Ensuite, je crois qu'il y avait encore un petit bout dans la question. Déterminer l'automorphisme réciproque G-1 en fonction de U. Bon. Plusieurs façons de faire, en fait. Hein. Bon. Qu'est-ce que l'on peut remarquer là-dedans? On peut chercher la matrice de G-1. Hein. Donc par le pivot de Gauss. Vous avez 1, 0, 0, 0, 0, non, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Je pars de là, je pars de ma matrice identité. Et on va travailler notre inversion. Donc la première ligne, je n'y fais rien, elle est très bien. Ma deuxième ligne, qu'est-ce que je vais lui faire?
eh bien je vais lui faire la deuxième ligne moins la première. Donc 1 moins 0, ça me fait 0. 1 moins 0, ça me fait 0. 0 et 0. Donc ici j'ai 1, 0, 0, 0. La deuxième moins la première, donc je vais avoir moins 1. 1, 0, 0. La troisième, eh bien je vais faire la troisième moins la deuxième, donc 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, 1 moins 0, 1, 0 moins 0, 0. 0 moins 0, ce qui me fait 0, 0 moins 1, ce qui me fait moins 1, 1 moins 0, ce qui me fait 1, 0 moins 0, ce qui me fait 0. Et la dernière, enfin, L4, qui va recevoir donc L4 moins L3. Donc je vais avoir 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0, 1 moins 0, ce qui me fait 1. Donc j'ai ma matrice identité, vous voyez que c'est très facile à inverser. Et donc ici, je vais avoir 0 moins 0, 0 moins 0, 0 moins 1 et 1 moins 0. Donc la matrice dans la base B' de G-1, c'est cette matrice. Moins 1, 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, moins 1, 1. Qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? On a l'identité moins quelque chose. Ça ressemble à une matrice qu'on aurait déjà eue. Oui, on va avoir ici en fait la matrice de U, mais ça ne se voit pas comme ça. En fonction de U, la matrice de U dans cette base B', c'est quoi? U. Non, c'est en fonction de... dans la base B'. Donc il me faut U de P. Donc 0, 1, 0, 0. U de P, c'est-à-dire U carré de P. U cube, et puis U puissance 4. Donc ici c'est U de P, U carré de P, U cube de P, U4 de P en fonction de P, U de P, U carré de P, U cube de P. On constate que la matrice de G-1 dans la base B', c'est la matrice identité moins la matrice de U. Et donc, G-1, c'est donc l'endomorphisme qui a comme matrice l'identité, c'est-à-dire l'identité, moins l'endomorphisme qui a comme matrice U, comme matrice la matrice de U, c'est-à-dire U. Là, c'est un peu astucieux. Question C.
Établir l'égalité ker de U est égal à ker de G moins l'identité. Bon. Comment est-ce qu'on fait pour montrer l'égalité de deux ensembles? On y va par double inclusion. Je me donne un vecteur appartenant à ker de U. Qu'est-ce que j'ai comme information? Eh bien alors, non pas G, mais U de X est égal au vecteur nul. Je dois m'intéresser à G moins l'identité de X, c'est-à-dire donc G c'est identité donc X plus U de X plus U carré de X plus U cube de X, ça c'est G, moins l'identité donc X, c'est-à-dire U de X plus U de X, je l'ai écrit comme ça, plus U carré de U de X. Or, U de X vaut 0. Et comme U est linéaire, je vais avoir 0, car U est linéaire. On en déduit que X est dans ker de G moins l'identité. D'où la première inclusion. Ker de U est inclus dans ker de G moins l'identité. On se donne maintenant X dans ker de G moins l'identité. On a donc U de X plus U carré de X plus U cube de X est égal à 0. Bon, il va falloir que l'on montre que U de X vaut 0. Et là, c'est un petit peu plus embêtant, encore que. J'ai dit des U de X, j'aurais plutôt dû les appeler P. Ça change rien, mais ça va être un petit peu plus. Non, si c'était des U. Parce qu'on est des endomorphismes de R3, faut pas l'oublier. Ça change absolument rien ici. Hop. Je vais l'appeler P. On a donc ça. Et cette famille est libre. Donc la seule façon d'avoir le vecteur nul, c'est que ces trois éléments soient nuls. Or, la famille est libre. Non. Elle est libre seulement si P n'est pas dans ker de U au cube. Supposons, alors si P n'appartient pas à ker de U au cube. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, la famille est libre d'après la question de A. Donc, on ne peut pas avoir U de P plus U carré de P plus U cube de P qui vaut 0. Donc, forcément, P est dans ker de U au cube. On a alors U de P plus U carré de P qui vaut le vecteur nul. On applique U.
Et on va avoir u carré de p plus u cube de p qui vaut 0, d'où u carré de p qui vaut 0. Donc, p est aussi dans quart de u carré. D'où u de p égale 0, et donc p appartient à quart de u. Donc, quart de g moins l'identité est inclus dans quart de u. Et là, on a terminé. Conclusion. Quart de g moins l'identité est égal à quart de u, puisqu'on a la double inclusion. Et c'est bien ça que l'on nous demandait de montrer. Encore une question de terminer. D. Montrer que 1 est la seule valeur propre de G. Bon, en fait, on a un petit peu plié le jeu avec la matrice de G. La matrice de G dans la base B' est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux. Donc, il n'y a qu'une seule valeur propre. Donc, le spectre de G ne contient que 1. J'imagine que ce qui était probablement attendu, ça n'était pas du tout un travail en lien avec la matrice, mais avec la question précédente, le noyau de G moins l'identité. Le noyau de G moins l'identité qui est égal à quart de U, donc on voit tout de suite que comme U n'est pas inversible puisque U puissance 4 est égal au vecteur nul, et bien forcément le noyau est de dimension supérieure ou égale à 1, donc G admet 1 comme valeur propre. Et puis après, pour montrer qu'il n'y en a pas d'autres, on sait qu'il n'y a pas 0 puisque G est un automorphisme. Pour montrer qu'il n'y en a pas d'autres en utilisant juste la question C, comme ça à brûle pour point, j'ai pas spécialement d'idée. Enfin bref, on a réussi quand même à démontrer tout ça. Voilà pour ce premier exercice du concours blanc, donc issu de HEC 2013.